Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Helfer, qui est coach et thérapeute. Patrick accompagne aussi bien sur le plan mental, énergétique, que dans l'univers du sport et de l'activité physique. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ce live. Ça aide énormément la chaîne. Surtout en ce moment, je l'ai expliqué à Patrick juste avant, il y a eu quelques changements, notamment récents sur YouTube, sur ma page. Et donc, du coup, j'ai mon algorithme qui s'est un peu cassé la figure. Donc, j'ai besoin de vous pour le remonter vite. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager ce live. Patrick, ravi de te recevoir. Déjà, comment vas-tu aujourd'hui? Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Écoute, ça va bien en ce moment. Comme je te disais un peu avant, un petit peu fatigué, voilà, il y a eu pas mal d'accumulation. Mais sinon, tout se présente bien. Je suis très content d'être parmi vous dans ce live pour aborder les sujets prévus aujourd'hui. Donc, ça fait maintenant 12 ans que je suis coach sportif. Et en avançant progressivement dans mon parcours, j'ai acquis d'autres compétences, notamment autour du massage, du drainage lymphatique, et plus récemment autour de l'énergie, du magnétisme et de la spiritualité. Donc désormais, je propose un accompagnement holistique au travers de ces différentes pratiques, ce qui me permet d'avoir une transversalité, une compréhension du corps, mais aussi de l'esprit et du mental sur mes clients. D'accord. Et donc aujourd'hui, les gens viennent directement te voir. Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu as un endroit pour les accueillir? Ou est-ce que tu fais principalement du distance? Comment tu fonctionnes avec Alors, ceux qui viennent te consulter? ouais, tout à fait. Je fonctionne sur les deux plans. Je fonctionne à la fois en présentiel, donc soit en ce qui concerne le sport, dans les salles de sport en extérieur, en ce qui concerne l'énergie et les massages, je le fais au sein d'un cabinet sur Nice, et également tout ce qui est soins énergétiques, coaching mental, déblocage émotionnel, donc soins qui peuvent être psycho-énergétiques, psycho-émotionnels. Je le fais aussi à distance, puisque, comme vous devez le savoir, pour ceux qui suivent Benjamin, avec le quantique, voilà, on peut travailler quelle que soit la distance, quels que soient les paramètres du temps. Donc voilà, ça s'applique aussi bien en présentiel qu'à distance. Et du coup, ceux qui viennent te consulter, est-ce que tu as un peu de tout? Est-ce que c'est principalement des gens qui ont besoin d'un accompagnement énergétique? Est-ce que tu arrives un peu à le quantifier, à savoir est-ce que c'est plus des gens qui viennent pour des problèmes physiques, plus des gens qui viennent pour un moment justement de bien-être et de relâchement musculaire et de travail musculaire? Est-ce que tu arrives à le voir ou pas du tout? C'est un peu mixte. C'est assez mixte. En fait, pour le moment, j'ai une approche holistique, mais segmentée au travers de mes différents corps d'activité. Donc là, en ce moment, je suis en train justement d'unifier tout ça pour proposer le côté holistique que je fais déjà naturellement, mais qui soit encore plus modélisé, mieux paramétré, pour que dans chaque accompagnement, que la personne vienne pour du drainage, un massage, un soin énergétique ou alors du coaching, qui est vraiment cette structuration 360 autour de l'holistique. Cette volonté aussi d'avoir créé de l'holistique, elle vient du constat que, comme tu disais, il y a des gens qui viennent par exemple au coaching sportif pour du physique, mais moi je ressens que les gens, ils ont aussi une demande sur le mental ou sur l'émotionnel. Donc il y a la demande formulée que je reçois des gens, et il y a celle que je ressens mais qui n'est pas transmise oralement. Donc globalement, les gens viennent majoritairement pour des soucis de stress, trop de mental, ça tombe bien pour le sujet de ce soir. Et pour gérer ce mental, pour le soulager, pour gérer le stress, il y a plusieurs paramètres. Il y a une solution physique avec le coaching, il y a une solution énergétique, il y a une solution de bien-être avec le corps directement. Donc voilà, il y a plusieurs façons de solutionner un même problème. Mais globalement, la demande qui revient le plus souvent, c'est se décharger du stress, de toute la tension qu'on peut avoir dans notre quotidien aujourd'hui. Très bien, tu as parlé de mental, donc justement, on va y aller. Le thème du live, pour ceux qui nous rejoignent, c'est mental ou intuition, lequel écouter?
Et je voulais déjà aborder ce thème-là depuis un petit bout de temps, tout simplement parce qu'en séance, je le rencontre quasi quotidiennement. Beaucoup de personnes viennent me consulter et la problématique qui en ressort, c'est que le mental est omniprésent et on va vous expliquer pourquoi il est omniprésent. Et la problématique, c'est que l'intuition dans tout ça, ben, elle est quasi inexistante. Et mon travail, moi, de mon côté, et le travail aussi de Patrick, c'est d'équilibrer ça, équilibrer le mental et l'intuition pour que vous puissiez comprendre que la meilleure boussole, c'est pas forcément le mental, mais c'est aussi l'intuition. Le mental, c'est bien d'en avoir, mais c'est bien aussi d'écouter son intuition parce que c'est là où c'est le meilleur chemin à prendre. Donc, on va vous expliquer un peu comment développer son intuition, comment la remettre à sa place, et puis comment surtout remettre aussi à sa place le mental qui est bien entendu trop présent parmi chacun d'entre nous. J'avais une première question, Patrick, à te poser. Pour toi, par rapport à ton expérience et les rendez-vous que tu peux avoir, les consultations que tu peux avoir, est-ce que déjà tu arriverais à expliquer ce qu'est l'intuition et le mental et comment tu arriverais toi à le différencier? Ok. Alors, j'aimerais bien rajouter un petit paramètre qui n'était pas forcément prévu, mais voilà, ça a évolué depuis. Il y a eu aussi d'autres outils de compréhension personnelle. Je pense qu'on pourrait définir 3 catégories principales. La partie mentale, la partie émotionnelle. Donc la partie mentale, je vais la cibler plutôt là. La partie émotionnelle, que je vais cibler plutôt au niveau du cœur, qui a une intelligence propre. Et la partie intuitive, que je vais plutôt localiser au niveau des viscères, du ventre, de l'abdomen, qui a une forme de vérité absolue. On va le définir comme ça. Donc pour moi, le mental, c'est toute la partie analytique, process, réflexion, cognitive, intellectuelle. Donc toutes ces choses qui sont d'ailleurs très bien enseignées à l'école, pour faire très simple. À l'école, on entraîne votre mental. Vous faites du par cœur, vous solutionnez des problèmes mathématiques, vous essayez d'apprendre des nouvelles langues, donc de comprendre les algorithmes linguistiques, si je puis dire. Donc tout ça, pour moi, c'est du mental. Ça demande une énergie de réflexion. Et dans le mental, pour moi, tout est relatif. Tout est une question de point de vue, d'interprétation, de perspective. Il n'y a pas de vérité unique. Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus succinct, où là où le mental aurait besoin d'une dizaine de mots pour faire comprendre une idée ou un concept, l'intuition, il y en aura un ou deux. C'est très simple, c'est très parlant, surtout que l'intuition nous parle à nous-mêmes, donc on a tous et toutes une intuition qui nous est propre pour comprendre. Ça peut être une image, ça peut être une forme de clairaudience, un mot qui nous apparaît. Donc pour moi, l'intuition, c'est quelque chose de simple. Si on fait justement les choses simples, le mental, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. L'intuition, c'est simple. En peu de mots, en peu d'images, on a une réponse à une question. Et pour moi, la vérité est plus absolue, en tout cas à titre personnel, encore une fois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vraiment, ça devient, c'est pour ça que c'est à peu près au niveau du bassin que ça se situe, l'intuition, ça devient viscéral. On sait si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous, ça ne nous met pas dans des bonnes conditions. Le mental, ça va nous prendre la tête, il y aura une fatigue au niveau mental, au niveau de la tête. Le ventre, l'intuition, il y aura une sensation désagréable si jamais c'est pas OK, si on n'écoute pas l'intuition, et elle sera plutôt agréable, douce, si jamais on va dans son sens. Mais la question qui me vient quand je t'écoute, c'est notamment des personnes qui viennent me consulter et qui me disent mais Benjamin, je suis d'accord avec toi, j'ai trop de mental et pas assez d'intuition, et c'est déséquilibré, et je sens que c'est déséquilibré. La problématique, c'est que depuis leur naissance, ils sont gérés par leur propre mental, et leur intuition est tellement dans un petit coin d'eux qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à différencier les deux. Comment toi, tu arrives à expliquer à ces gens-là qui sont baignés dans le mental depuis trop d'années,
peut-être justement de s'ouvrir à l'intuition et de faire confiance à l'intuition? Pour moi, l'intuition, c'est toujours la paix, en fait. C'est toujours la sérénité. C'est-à-dire que après, c'est le fait de l'écouter ou pas qui nous met dans une condition où on peut devenir stressé. Mais même les réponses aux problèmes les plus désagréables, l'intuition nous met dans un état de sérénité. Quand l'intuition nous parle, on se dit, waouh, tout va aller pour le mieux, en fait. Donc, c'est cette petite voix intérieure ou cette sensation pour d'autres personnes qu'on a facilement dans l'enfance et qu'on tait de plus en plus au fur et à mesure qu'on grandit. C'est quelque chose où, en fait, le doute n'est pas permis. C'est-à-dire qu'on va recevoir une information qui va être évidente, voilà, ça peut être une synchronicité, ça peut être je sens qu'il faut que j'aille là, ou alors tiens, on m'avait dit ça il y a 2 mois, mais tiens, c'est ça, ça me parle. Ensuite, le mental va prendre le relais, parce que comme le mental, on a l'habitude de le faire fonctionner en permanence, le mental va essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Et donc, le mental va prendre tout de suite le relais. Mais en fait, même les gens qui pensent ne pas avoir d'intuition, ils en ont une, elle est tout le temps là. Simplement, on ne l'écoute pas parce qu'elle n'est pas valorisée dans notre société et parce qu'elle est aussi mal comprise, que scientifiquement, elle n'est pas forcément facilement démontrable également. C'est quelque chose qu'on va taire. On va se dire, bon, ouais, d'accord, bon, qu'est-ce que tu en sais? Quelles preuves tu as? Parce qu'on est aussi dans une civilisation du voir pour croire. Mais l'intuition, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt du croire pour voir. Je crois en mon intuition, donc je vois que c'est vrai. Donc en fait, c'est tout un paradigme différent et on doit se sentir facilement énergisé. Quand on écoute l'intuition, on ne doit pas utiliser vraiment d'énergie. C'est pas coûteux en énergie. L'intuition, c'est limpide, c'est fluide. À partir du moment où il y a une fatigue qui se crée, soit mentale, soit ailleurs, soit physique, c'est que c'est le mental qui bosse. Avec l'intuition, il n'y a pas de fatigue. Et sur le mental, si on se concentre sur cette partie, sur le mental, pourquoi autant de gens dans notre société sont gérés par leur propre mental? Pourquoi il y a autant de déséquilibre dans notre société et pourquoi le mental est omniprésent? Et comment peut-on faire pour justement faire comprendre à la plupart que le mental, c'est pas la meilleure boussole? Alors en fait, le problème, il remonte clairement à notre enfance et puis avant notre enfance. Je pense qu'on est dans un... En tout cas, je parle principalement de l'Occident, du système aussi européen, mais qu'il y a autrement, mais globalement du système occidental, qui est vraiment basé sur le mental, sur le cognitif. Où en Orient, on a beaucoup plus de spiritualité assumée, on est beaucoup plus dans le système intuitif. Et dans notre civilisation occidentale, donc c'est quand même propre à notre continent notamment, depuis notre enfance, on est baigné dans un système où en fait on ne nous demande pas notre avis, on ne nous demande pas vraiment ce qu'on ressent, on se fout un peu de notre intuition justement. En fait, on la tête très très tôt cette intuition. On nous demande de reproduire des modèles, de reproduire des process, de réfléchir et de constater par rapport à ce qu'on a analysé. En fait, ce qui est valorisé, c'est notre capacité cognitive, intellectuelle, analytique, c'est ultra valorisé. Mais quelqu'un qui dit, j'en sais rien, hein, par exemple, je sens qu'il va pleuvoir, on va lui dire, mais comment ça, je sens qu'il va pleuvoir? Sur quoi tu te bases? Ou je sens qu'il ne faut pas aller sur ce chemin-là, c'est pas bon. Ou tiens, je sens que je devrais faire ce métier. En fait, ça se base sur rien. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va pouvoir, à part si la personne accepte d'abord de croire pour voir, on ne va pas pouvoir le démontrer, on ne va pas pouvoir le mettre en avant. Donc, on est inculqué depuis notre temps d'enfance à fonctionner sur de l'analytique, sur de la mentalisation. Donc, c'est très, très dur de sortir ce système parce qu'on valorise, on survalorise ça et on a tendance justement à dévaloriser, voire à montrer du doigt les gens qui sont sensibles, sensitifs, qui sont intuitifs. Donc, pour moi, le premier pas à faire, c'est déjà de se détacher du regard des autres et d'essayer de se faire des petits tests, voilà, des petites expériences vis-à-vis de soi-même sans en parler. Sans en parler, parce que le problème, c'est qu'en parler, on s'expose au jugement et ça, c'est très castrateur pour l'intuition. Est-ce que tu as un exemple justement à donner? Moi, je sais que par exemple, en séance, heu, pour essayer d'expliquer comment faire confiance à son intuition, je donne toujours l'exemple de moi où
j'arrive au milieu d'un carrefour. Donc j'imagine, je fais imaginer ça, cette partie-là. On est au milieu d'un carrefour, on doit prendre soit à droite, soit à gauche. Notre mental va nous dire de prendre à droite. Parce qu'on connaît un peu le chemin, on sait la finalité de ce chemin, on sait où il va nous mener à peu près. Donc on est rassuré. Donc notre mental nous dit d'aller à droite. Après, je dis à chaque fois à ce moment-là, ok, tu as écouté ton mental. Avant de prendre la décision de partir à droite et d'écouter ton mental, tu vas t'arrêter, tu vas respirer et tu vas demander, et ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle te dit de prendre à droite ou est-ce qu'elle te dit de prendre à gauche? Et tu attends. Ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des heures, des jours, ça dépend de la décision que tu vas prendre, encore une fois. Et des fois, l'intuition va te dire de prendre à gauche. Et toi, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, mais si je prends à gauche, c'est insensé, c'est illogique de prendre à gauche, parce qu'on ne sait pas où on va, c'est le total inconnu, et je ne vais pas y aller parce que je vais avoir peur. Prends à gauche. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est la meilleure boussole. Même si, des fois, on croit que c'est illogique et on croit que ce n'est pas bon pour nous, la finalité des choses, vous allez voir que l'intuition, ce sera le meilleur chemin à prendre. Si vous avez l'intuition qui vous dit de prendre à droite, au même titre que le mental, prenez à droite, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais je prends toujours cette image-là, si tu veux. Est-ce que toi, tu as un exemple dans ce sens-là ou pas? Ouais, alors déjà, je rebondis sur ce que tu dis. Pour moi, l'intuition, c'est la vitesse de la lumière. C'est la première information. Donc, une fois que tu as commencé à mentaliser, tu as tué l'intuition. Ça devient très compliqué de revenir en arrière, sauf pour ceux qui pratiquent un peu, notamment la respiration, c'est la clé pour ça. Mais pour moi, d'où l'expression toujours écouter sa première décision, ou sa première intuition d'ailleurs, je ne sais plus exactement quelle expression, mais voilà, globalement, l'intuition, c'est le premier message, la première information qui arrive. Juste après, il va y avoir le relais. Donc, par exemple, pour dire ton chemin, tu vas avoir un chemin, j'en sais rien, lugubre, hein, on va prendre un exemple imagé. Ton intuition va dire, tiens, il faut passer par là, et l'autre chemin, il est peut-être très lumineux. Et là, ton mental, il va te dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je devais prendre le chemin lugubre? Moi, j'ai vu des films d'horreur, il y a des situations, je le sens pas, ça va pas le faire. Mais enfin, justement, je le sens pas au sens, je le sens pas l'intuition, parce que l'intuition, elle se dit, ok, c'est ok, on va aller par là. Mais tout de suite après, on se corrige en disant, mais ça n'a pas de sens, comme tu dis, ça n'a pas de logique. Mais l'intuition n'a pas de sens. Il y a plein de choses, en fait, je pense que pour comprendre l'intuition, il faut remettre dans l'équation le fait que la logique ne fait pas tout et elle fait beaucoup moins qu'on ne le croit. Quand on est dans l'énergie, quand on fait appel à des thérapeutes en énergie, notamment, on accepte déjà de s'exposer à quelque chose. Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas trop ça, on accepte de s'exposer à quelque chose sur lequel on n'est pas du tout familier. On accepte de faire confiance à quelqu'un qui peut tout à fait être un charlatan, qui peut nous dire « Ah, moi, les énergies, je manipule les énergies. » Mais donc, on fait confiance à quelqu'un. Donc déjà, on a laissé la logique de côté complètement. Donc, l'intuition, c'est la même chose. On accepte qu'il y a quelque chose de subtil, qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui est là, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là. Il y a des animaux qui le voient, il y a d'autres êtres qui le voient, mais nous, on ressent quelque chose. Mais l'intuition, c'est ça. C'est vraiment se mettre, pour moi, on en parle tout le temps en ce moment, du lâcher-prise. C'est se mettre dans le lâcher-prise. Il y a une info qui vient, je l'accueille. Et après, j'en ferai ce que j'en ferai. Peut-être que le mental, il va prendre le dessus. Mais pour moi, c'est se mettre de plus en plus à accueillir et à se dire tout simplement, et si? Ok. Et si finalement l'intuition, ça ferait ça? Moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'était un vol de trottinette. Bon, j'en ai déjà eu 2, mais là, j'ai eu justement une petite synchronicité. Donc, j'habite à Nice, j'allais me garer près de la prom, c'était arrivé après environ 1 an, et je m'apprête donc à verrouiller ma trottinette avec un cadenas qui était vraiment pourri pour le coup. Je ne savais pas qu'à Nice, il y avait beaucoup de vols de trottinette, donc j'avais confiance. Je mets mon code de cadenas, et en fait, je me dis, mais merde, c'est quoi le code? J'oublie le code. Il faut savoir que le code, c'est le même code que celui qu'il y a sur mon téléphone, que j'ai depuis que j'ai 12 ans, je n'en ai pas changé de ce code PIN-là. Donc je me dis, la probabilité, justement, il n'y a pas de logique, que j'oublie ce code, elle est nulle, mais elle tend clairement vers 0. Et je me dis, mais je ne comprends pas, j'essaye 50 fois, et j'ai une intuition qui me dit, mais c'est pas grave, on va la mettre ailleurs. Mon intuition me dit, c'est pas grave, on la gare ailleurs.
Et moi, je m'entête, ça m'énerve. Je me dis, mais c'est quoi ce cirque-là? Ce coach, je veux. Donc là, le mental, il prend le dessus, il insiste. Il se dit, ça n'a aucun sens. Je perds 10 minutes. Et après 10 minutes, paf, le truc me revient. Et je me dis, mais c'est dingue quand même. L'espace d'un instant, j'ai eu un blackout total. Je vais nager, je reviens à plus de trottinette. Donc mon intuition m'a parlé, à travers le subtil, à travers l'univers, ne mets pas ta trottinette ici. L'intuition, c'était, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il ne faut pas que je la gare là. Et moi, ça m'emmerde, je veux aller nager. C'est quoi cette histoire d'écouter mon intuition? Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens sur le plan intellectuel. Ça avait un gros sens sur le plan énergétique, sur le plan subtil. Cette sensation, c'était, attention, il ne faut pas la mettre là. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton intuition t'a dit, ne le fais pas. Ça, c'est un exemple pour moi de l'intuition. J'ai un commentaire de Sébastien Conscience qui dit « L'intuition est directement liée à l'âme, au cœur. Aujourd'hui, les neurosciences l'expliquent. » Magnifique. Et je suis d'accord. Et il y a plein de choses qu'on explique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de travailler sur une vidéo que je mettrai sur ma page sur les liens transgénérationnels. On s'aperçoit que la partie scientifique confirme que dans l'ADN, on peut transmettre des émotions, des choses plutôt lourdes et qui sont transmises de génération en génération. Nous, du côté énergétique, on appelle ça des liens transgénérationnels. Du côté scientifique, il y a d'autres termes que je vous expliquerai dans cette vidéo. Donc, très intéressant. Je rebondis sur le live que je fais avec Patrick, sur le mental notamment. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, que le mental est un peu notre ennemi? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, non, je ne considère pas que c'est notre ennemi. Simplement, comme beaucoup de choses sur le corps humain, j'avais vu cette information à l'époque, c'était Sadhguru qui le disait dans ses vidéos que j'aime beaucoup et que je suivais beaucoup à l'époque, qui disait que le corps est une merveille d'ingénierie, juste on n'a jamais eu le manuel. Et je pense que c'est exactement ça. En fait, on n'a pas le manuel. Le corps est exceptionnel, mais on ne sait pas comment s'en servir. C'est comme si on se disait, on nous donne une Ferrari et on reste bloqué sur la vitesse 1. Et on va dire, ouais, mais la 1, elle est pas terrible quand même. Si, elle est très bien, mais elle sert à démarrer. Et si on reste bloqué sur la 6 et qu'on freine, on ne va pas dire la 6, elle est pourrie. On va dire, là, c'est pas la 6 qu'il faut utiliser. Donc pour moi, l'intuition, le mental, on peut les voir comme des outils, comme des facultés. Et ils ont tous, les deux, leur utilité. Donc si je veux solutionner un problème de maths, l'intuition, elle ne va pas être super utile. À moins d'avoir une intuition extrêmement, extrêmement développée et de lire les réponses sans rien comprendre en maths, on n'est pas dans ce cas-là. Donc là, on va avoir besoin de ressources intellectuelles, cognitives, on va avoir besoin de comparer avec nos expériences passées pour être plus efficace, être plus rapide pour solutionner un problème comme ça. Donc là, tout ce qui nécessite de la réflexion, ça sera plutôt du mental. Mais dans la majorité des décisions relationnelles, décisions de changement professionnel, décisions de vie, de changer d'habitat, la majorité des cas, on n'a pas tant besoin que ça du mental. Ça va être surtout des décisions de coup de cœur, la majorité des cas. Pourquoi je veux déménager? Pourquoi je veux changer de relation? Pourquoi je veux changer de boulot? La base, c'est l'émotionnel qui nous dit j'en ai marre, je veux changer, ou tiens, ça m'intéresse. C'est une décision qui part de l'émotion. Donc du coup, déjà vu que ça parle de là, c'est pas là et c'est pas là. Donc ça commence là, et ensuite pour avoir des réponses, on va d'abord écouter son intuition. Donc l'intuition, ça serait le gros du travail pour moi. C'est le gros morceau, c'est le principal. C'est oui, non, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Ensuite, on va affiner. Et là, pour affiner, on va utiliser le mental. Ok, d'accord, je vais sélectionner ces 2-3 destinations si je veux déménager. Et je vais regarder le potentiel de business, de chiffre d'affaires que je peux faire ici, quelle langue est parlée, etc. Là, pour répondre à cette question-là, je ne vais pas utiliser mon intuition. Je veux dire, c'est logique. Si je vais en Espagne, les gens, ils parlent espagnol. Donc, voilà. Mais sur une décision où on compare, par exemple, 2 lieux, moi, je ne sais pas trop, les 2 sont en Espagne, les 2 sont sympas. Là, le mental, à part rajouter une info de plus, l'hygrométrie, le temps de transport, dans cette ville, le pouvoir d'achat, en fait, c'est trop d'informations. Donc, quand il y a trop d'informations, on prend l'intuition. L'intuition, il y aura une décision très simple qui va sortir. Et quand on veut plus de précision, pour moi, c'est plutôt le mental, globalement. Enfin, je le mettrais comme ça. Et pour les personnes qui ont un mental qui est omniprésent, est-ce que tu as
tu peux expliquer s'il y a une limite où ça devient vraiment excessif, où les situations que la personne vit sont trop extrêmes, si tu veux, et le mental prend du coup, allez, on va dire 95% de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Ouais, bah dans la majorité des cas, et moi compris, hein, je continue de bosser sur moi-même, mais le truc en fait, c'est que l'intuition, elle est tellement simple, c'est tellement facile l'intuition qu'on a la réponse. D'ailleurs, on a toujours les réponses à tous les problèmes. Qu'on aille voir un énergéticien, un psychothérapeute, un coach sportif, ce qu'on veut, un sophrologue, on a déjà la réponse. On va être accompagné, on va être aidé pour nous valider nous-mêmes, être assuré dans la prise de décision qu'on va avoir, mais l'intuition, elle est déjà là. Donc, le mental, il va essayer de donner une explication. En fait, le premier, c'est que l'intuition, c'est pas de la logique. Le mental, il va chercher de la cohérence, du sens, de la logique, là où il n'y en a pas forcément. Et comme on veut donner du sens à tout, qu'on veut donner de la logique et de la cohérence à tout, bah, on ne va pas forcément écouter cette intuition qui va nous dire prends cette décision, fais ça ou fais ça. On va vouloir forcément savoir le pourquoi. Pourquoi je dois prendre cette décision. Et en fait, ce pourquoi, il est infini. On peut dire pourquoi à l'infini. Oui, mais du coup, mais pourquoi? Quand on est petit, on a cette curiosité, on dit pourquoi pour tout, on veut tout comprendre. Et c'est très bien. Mais à l'âge adulte, on peut continuer à le faire. Mais le problème, c'est qu'aussi ce pourquoi, on voit bien qu'il ne nous aide pas à solutionner le problème. On voit bien que du coup, le mental ne nous aide pas. C'est là, en fait, si le mental arrive à nous faire prendre une décision, ok, super, votre mental est génial. Vous arrivez à tout solutionner avec votre mental. À partir du moment où vous n'arrivez pas à trouver la solution, c'est bien la preuve que ce ne sera pas le mental qui va trouver la solution. Puisque vous pouvez prendre n'importe quel chemin, l'itérer à l'infini, vous allez retourner toujours au point de départ et avoir toujours une excuse pour vous dire ouais, mais du coup, je peux trouver le contre-exemple parfait pour cette justification. Justement, la question que je me pose, c'est est-ce que le mental est souvent lié à la peur? Je ne sais pas si le mental est lié à la peur. En tout cas, effectivement, les deux vont bien ensemble. Ouais, ça, c'est clair que l'intuition, ça demande justement d'avoir confiance. Et le mental va nous permettre de nous rassurer, parce que le mental, c'est ce dont quoi on baigne depuis tout petit, mais c'est pour ça que c'est quand même, je pense, aussi très culturel, parce que si on est éduqué depuis tout petit à faire confiance à l'intuition, on n'a jamais peur. Et on pourrait se dire, du coup, bah voilà, j'utilise le mental quand c'est utile, mais nous, notre outil pour nous rassurer, c'est le mental. C'est de donner du sens, donner du pourquoi. C'est OK, bon, je vois, donc je crois, donc je sais comment je vais pouvoir aller. Et en fait, l'intuition, c'est en permanence avoir ce sentiment de OK, je sais que le cap il est là, mais je vois rien, je suis tout le temps dans la brume. L'intuition, c'est ça. C'est je vais dans la brume, mais je sais qu'il n'y a pas de mur. Je ne vais pas me prendre un mur. C'est OK. Je vois un commentaire de Sébastien Conscience qui dit « Dans le langage des oiseaux, si on écoute le mot mental, on entend ment ». Et après, il explique le mental. On dit souvent que le mental ment car il s'appuie sur des projections, des peurs, justement, on en parle, ou des souvenirs plutôt que sur la réalité de l'instant présent. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Certains interprètent le suffixe al comme le reflet de l'aile, l'envol, ou de al, le divin, le tout. Le mental serait alors le mensonge qui empêche l'âme de s'envoler. C'est très, très bien expliqué. Très Merci, pertinent. ouais, merci Sébastien Conscience. J'avais une question, justement, et ça suit le fil, c'est parfait. Est-ce que le mental, d'après toi, il est lié, on a expliqué juste avant qu'il est lié avec la peur. Pourquoi le mental cherche toujours à tout contrôler? Pourquoi on veut absolument tout savoir, tout anticiper? Et pourquoi il y a ces indicateurs-là qui nous font comprendre du coup par la suite que c'est notre mental en fait qui nous dicte? Bah, je pense que personne veut souffrir déjà. Personne veut avoir mal. Personne veut être triste. Personne veut vivre vraiment de décisions, de sensations désagréables.
Donc, c'est cette incertitude dans laquelle on baigne constamment qui fait que justement, on n'arrive pas à se laisser aller, qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Cette nécessité de vouloir savoir à l'avance si chaque décision qu'on va prendre va être la meilleure et va nous apporter quelque chose de bien. Et on essaye du coup de quantifier ça de tant de façons possibles et différentes pour être sûr que cette décision nous apporte son lot de bonnes récoltes et pas se prendre un mur. Donc en fait, c'est ce refus de s'abandonner d'une certaine façon à la vie, en fait. Parce que la vie, c'est une incertitude, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et c'est une envie de contrôler la vie pour être sûr qu'on sera plus heureux. Mais plus j'avance et plus je me rends compte personnellement que justement, c'est l'incertitude de la vie qui en fait sa beauté. Parce que, imaginons qu'on est tous du jour au lendemain immortels, ça remet quand même beaucoup de choses en question. Du coup, il y a plus, il y a une forme de contrôle et ça perd beaucoup de son sens. Ce qui fait que cette vie est appréciable, c'est qu'il y a une mort. Ce qui fait que cette vie est appréciable, c'est qu'il y a des décisions et qu'il y a des conséquences, parfois qui sont pas sympas, d'autres fois qui sont plus sympathiques, mais derrière chaque décision même pas sympathique, il y a une expérience, quelque chose de positif. Mais c'est cette dualité qui fait que justement la vie est intéressante, dualité du bien, du mal, de la vie, de la mort. Donc en fait, elle est nécessaire, je pense, cette incertitude, mais c'est difficile de se laisser aller dans cette incertitude. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si on rebondit sur l'intuition, parce qu'on a parlé depuis le début, notamment sur le mental et comment il est géré, comment il est organisé, j'ai envie de dire. L'intuition, est-ce que pour toi, tu nous as expliqué au début qu'il se passait plutôt dans le bas-ventre. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations, d'autres sensations, d'autres ressentis corporels pour définir l'intuition? Tout à fait. L'intuition, elle peut arriver de plusieurs façons. Donc, il y a des gens qui sont clairaudients. Ça peut venir sur une forme de mot qui est suggéré. Des gens qui sont clairvoyants, qui vont voir des images. Des gens qui sont clairsentients, qui vont ressentir des choses. Ça, c'est de l'intuition aussi. Il y a d'autres choses, ça peut être avec les odeurs, je n'ai pas le mot, peut-être clairodorant, voilà, mais c'est moins connu. Mais l'intuition, c'est tout ça, ça peut être aussi des synchronicités. Moi, c'est souvent avec les synchronicités que ça se manifeste. Ça peut être par exemple quand je prends les cartes sur les oracles, j'ai une question en tête, ou parfois, la plupart du temps, j'ai même pas de question en tête. Je me dis juste, tiens, je vais tirer une carte aujourd'hui. Et il y a un message, boum. On va se dire, ouais, mais ça parlera à tout le monde. Mais je l'ai fait avec des gens qui sont pas très réceptifs. Bah, force est de constater que bon, le message, quand la carte tombe pour eux, ça n'a pas la même résonance que pour moi. Donc, c'est qu'il y a quand même un message sous-jacent qui est là. L'histoire de la trottinette que j'ai expliquée, cette synchronicité, c'était une intuition. Quelque chose auquel on pense beaucoup et on hésite, par exemple, à prendre une décision. On va croiser quelqu'un qui va utiliser 2-3 mots. On va se dire, oh, j'avais besoin de les entendre, ces 2-3 mots. Ça, c'est de l'intuition. Donc, elle nous parle, cette intuition, au travers de plein de façons différentes. Et en fait, pour moi, comme disait Sébastien assez justement, c'est l'âme qui nous parle. Et l'âme nous parle au travers de ce réseau très subtil. Moi, je vois vraiment l'univers, c'est ma vision des choses, comme une toile, parce qu'on dit que l'univers était connecté. Moi, ce qui m'a aidé à visualiser ça, c'est de le voir comme une toile d'araignée. Une toile d'araignée invisible, où effectivement, on va actionner par la pensée ou par une parole, on va actionner quelque chose sur la toile. Ça va avoir une résonance qui va parcourir une distance relativement infinie et qui va amener à une fréquence, à une énergie qui résonne en ce sens. Ça peut être un mot, ça peut être une synchronicité, ça peut être quelque chose. Mais donc finalement, l'intuition, c'est cette boussole interne qu'on a qui nous permet de rester tout le temps, le plus possible, connecté avec la matrice de l'univers. Donc c'est vraiment cette boussole interne. Donc pour toi, si je résume, l'intuition, c'est plus des synchronicités, du coup, où tu vas avoir, tu vas faire attention en tout cas aux sens qui vont réagir et ce qui va se passer autour de toi.
et tu vas arriver à avoir les réponses à tes questions ou à savoir si tu es sur le bon chemin ou avec la bonne personne ou au bon endroit au bon moment grâce à ces synchronicités-là, si je résume. Alors, moi, ça se manifeste beaucoup avec les synchronicités. Maintenant, l'intuition, on peut l'utiliser comme outil à part entière pour prendre des décisions, pour communiquer avec les gens, pour capter les informations chez les autres. Donc, on peut l'utiliser soit passivement, soit activement. Au quotidien, justement, ce qui est bien avec le côté passif, c'est que le mental ne travaille pas. On va avoir justement une petite synchronicité, une image, un mot, quelque chose. Elle arrive, elle est là, on était en train de marcher, tac, je tombe sur ça. Je ne peux pas le remettre en question. C'est là, c'est là. Après, j'accepte de le voir ou je ne le vois pas. Quand on travaille en actif, c'est plus compliqué parce qu'il y a justement le mental qui peut revenir, qui peut contre-indiquer parce qu'on est en travail de productivité, d'utilisation active de cette intuition. Donc là, il peut y avoir plus facilement du parasitage. Mais quand on est passivement en train de marcher dans la rue et qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, entre guillemets, là, on ne peut pas l'avoir provoqué en tant que tel. C'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé, on était détendu, on pensait à justement autre chose. Le mental ne l'a pas attiré, donc c'est plus facile, je pense, avec les synchronicités de s'en rendre compte. Maintenant, ça peut être hyper puissant, très efficace. Je suis d'ailleurs en formation actuellement pour apprendre à l'utiliser de façon active. Et là, on a effectivement des choses, des preuves concrètes que ce n'est pas le mental. Voilà, on peut apprendre à la manière d'un médium à reconnaître, à lire les informations chez les gens, dans des lieux, etc., qu'on n'a jamais vu, et on a une information qui est juste. Et là, du coup, ce n'est pas le mental, parce qu'il n'y a pas de passé, de projection dans le passé pour nous permettre d'analyser, de se dire, il doit s'être passé ça, il doit y avoir ça. Non, là, c'est juste, tiens, j'ai cette information qui me vient là. Donc l'intuition, ça peut aussi être utilisé activement. Bah, tu vois, je prends mon cas où tu as un peu résumé ce que moi j'ai aussi, c'est-à-dire que mon intuition à moi, et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ces lives-là, parce qu'on s'aperçoit que chacun a sa façon de faire, a sa façon de réceptionner les messages. Moi, par exemple, quand je demande si je suis sur le bon chemin, si je suis avec la bonne personne, si je suis au bon endroit au bon moment, physiquement déjà, je sens que il y a une chaleur, si tu veux, qui émane de mon corps, quelque chose de très agréable, tu vois. Et j'ai plein de picotements autour de mon corps, tu vois, physique, et une sensation de bien-être en fait. Et c'est là où je me dis, ok, là je suis avec la bonne personne, je suis sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Au contraire, si je ne suis pas sur le bon chemin, je vais sentir comme une sorte de pic au milieu du ventre, quelque chose de désagréable, quelque chose qui m'oppresse, tu vois, quelque chose tu vois, qui vient me peser sur les épaules. Et là, tout de suite, je sais que je ne suis pas sur la bonne trajectoire et qu'il va falloir que je prenne une décision pour changer de direction. Donc, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai ma médiumnité où je reçois des messages, où je pose les questions et puis je peux recevoir des messages oui, effectivement, je pense que c'est la bonne direction qu'il faut que tu prennes, ou non, je ne pense pas que ce soit bon pour toi d'aller dans cette direction-là. Continue plutôt sur ce chemin-là pour apprendre, pour mieux comprendre, mieux te comprendre. Et puis ensuite, tu verras que tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas peut-être comprendre différemment les choses que ce que tu comprends aujourd'hui, et ça va te permettre d'évoluer dans le meilleur sens possible. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que au final, chaque être humain est différent, chaque perception est différente, chaque ressenti est différent aussi. Donc, les ressentis que vous pouvez avoir peuvent être complètement différents de celui de Patrick et celui de moi. Et c'est ça qui est top, c'est que chacun a son ressenti, chacun a sa perception. Et comme a dit Patrick, ça peut être de la clairaudience, ça peut être la clairsentience, ça peut être la clairvoyance. Et ça peut être sous d'autres formes également, qu'on peut voir, que je pourrais vous proposer sur d'autres lives. Mais voilà, c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut avoir des ressentis, des perceptions différentes, mais au final, ça nous emmène toujours vers le bon chemin. Exact. Je pense que l'intuition, pour la capter le mieux possible, il faut être dans la paix, ou en tout cas dans la sérénité.
Parce que la paix, ça peut être galvaudé, on peut se dire, mais ça veut dire quoi la paix? La paix, c'est juste se sentir bien, en fait. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut forcément méditer pour avoir l'intuition, mais il faut être en spectateur, en observateur, et accueillir vraiment les informations telles quelles, sans jugement. Il ne faut surtout pas essayer de les anticiper, se dire, tiens, quelqu'un qui veut méditer, qui dit, je veux la connexion, il n'y arrivera jamais. Ça ne marche pas. Donc, pour moi, personnellement, la marche à pied, c'est un super outil. Ça me permet justement de ne pas réfléchir, ou en tout cas d'avoir plein de créativité si justement je vais avoir pas mal de choses. Mais l'idée, c'est que pour accueillir l'intuition, parce que plus on a l'intuition qui fonctionne, plus après les messages sont forts, plus après on arrive à la ressentir, à l'écouter de plus en plus facilement. Et pour réouvrir un peu cette intuition, ce qui est bien, c'est d'essayer de se mettre dans des situations où il y a le moins de bruit possible, donc de bruit pas forcément auditif, mais de bruit au sens information. Ça peut être plein de lumière, plein de panneaux d'éclairage dans tous les sens, ça peut être de l'information visuelle avec plein de gens, ça peut être du bruit, plein de... Voilà. Essayer de se mettre dans un environnement où il y a moins d'informations. Parce que comme l'intuition, au tout début, c'est comme une petite voix intérieure, on n'entend pas trop. Si on se met dans une discothèque, l'intuition, ça va être très compliqué. Donc se mettre dans un environnement qui nous aide à générer l'état pour accueillir plus facilement l'information. Parce que c'est pas l'inverse. C'est pas, on se dit, tiens, moi je suis un warrior, je vais essayer de faire travailler l'intuition, je vais me forcer là, tiens, je coupe tout là, je suis au milieu d'un trafic, il n'y a plus rien. C'est hyper dur. En tout cas, quand on veut recommencer à écouter mieux l'intuition, il faut se mettre dans des bonnes conditions, un environnement favorable. Je reprends la marche. C'est ce que je préconise aussi en consultation. Parce qu'on nous pose la question, et c'est la question que je voulais te poser juste après, c'est quand tu vois qu'une personne est trop dans le mental et pas assez dans l'intuition, qu'est-ce que tu préconises pour justement que la personne puisse rééquilibrer? Donc, je pense que ça passe aussi par tes séances, par ton accompagnement, mais peut-être aussi la personne a besoin aussi de faire un travail personnel après la séance. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas tout régler en séance. Il y a aussi des choses à mettre en place, un mode de vie peut-être à comprendre et puis peut-être à réorganiser pour justement avoir une pleine intuition et un mental qui est plus à sa place. Moi, par exemple, je reprends donc la marche que tu viens de dire. Je préconise la marche à pied dans la nature. Ça peut être un sentier, ça peut être une plage, ça peut être un parc public, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la nature émane des vibrations qui sont importantes. Donc ça va vous permettre aussi de vous recalquer sur les vibrations de la nature, mais tout simplement parce que ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même. Et je suis d'accord avec Patrick sur le fait que ça va vous permettre d'écouter votre intuition beaucoup plus facilement que si vous étiez dans votre bureau de travail avec le téléphone qui sonne à côté ou chez vous avec votre famille, votre conjoint, et que vous n'avez pas vraiment de moment seul à proprement parler où vous pouvez écouter la petite voix, comme a dit Patrick, qui est du coup la voix de l'intuition. Et du coup, je voulais savoir, toi Patrick, est-ce que tu préconises d'autres choses que la marche? Est-ce que c'est que ça et ça suffit? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, un accompagnement personnel? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire une fois qu'on t'a consulté ou pas? Alors effectivement, oui, la marche, c'est très bien. Le sport, l'activité physique, parce que ça va permettre d'avoir une fatigue donc physique, mais quand on a trop d'énergie, si on n'a pas d'activité physique, elle va se loger là, l'énergie. Là, ça va être une usine à gaz. Donc l'idée, c'est de diminuer un peu son niveau d'énergie. J'ai plusieurs solutions, mais ça peut être ça. Diminuer son niveau d'énergie, mais de façon intéressante, de façon pas juste je veux avoir moins d'énergie, je suis une loque, mais du coup investir cette énergie de façon intelligente, tant qu'à faire pour avoir un corps en meilleure santé, pour voilà, améliorer ce véhicule dans lequel on est, pour en prendre soin, améliorer sa capacité cardiovasculaire, musculaire. Donc faire une activité physique, quelle qu'elle soit, fitness, tennis, natation, peu importe, pour justement décontracter, vider ses émotions. La boxe ou n'importe quelle activité où on peut se défouler, c'est très très bien.
Ça peut être de la lecture. Quand on lit, oui, on fait travailler notre mental pour comprendre ce qu'on fait, mais on s'évade. Ça nous fait du bien. Donc n'importe quelle activité qui nous procure du plaisir, c'est déjà une bonne façon de se reconnecter avec une intuition. Parce que l'intuition, elle est là pour nous servir. Elle est là pour nous amener sur un chemin vertueux. Donc n'importe quelle activité qui nous procure un bien-être durable, j'insiste, c'est une bonne activité pour se reconnecter à l'intuition. Si c'est une activité qui nous procure un bien-être éphémère, instantané, mais que derrière on ne se sent pas bien, ça va plutôt être de la procrastination, une compensation ou quelque chose d'autre. Donc n'importe quelle activité qui nous procure du plaisir, c'est une façon de se reconnecter à soi, dans tous les cas. On s'est écouté. J'ai fait un truc, j'ai kiffé, je me suis écouté. L'intuition, c'est ça, c'est s'écouter. Et ensuite, quelque chose de plus calme, qu'on peut faire en n'importe quelle condition, extrêmement puissant, c'est de respirer et surtout d'insister sur l'expiration. Autant inspirer plus fortement, ça va nous énergiser. Expirer plus fortement, ça va plutôt nous décontracter. Et essayer de visualiser l'énergie qui vient se loger plutôt dans le bassin, dans le ventre. Donc, c'est le cerveau intuitif. Donc, on va essayer de visualiser l'énergie qui va affluer dans le cerveau intuitif. Voilà, si ma voiture, je veux qu'elle roule, je mets de l'essence dans le bon moteur, de la bonne voiture. Voilà, là, c'est la voiture intuitive. Je mets de l'essence dedans, je mets de l'énergie dedans. Si je mets de l'énergie que dans la voiture mentale, l'autre, elle ne fonctionne pas. Donc, c'est pareil. Je veux plus ressentir. Je vais plutôt mettre l'énergie au niveau de la cage thoracique du cœur. Je veux être plus mental. Je vais mettre l'énergie ici. Il suffit de mettre les mains là. On va voir que l'énergie, elle va plutôt affluer là. Je vais mettre les mains là. Les gens qui sont touchés, ah, qu'est-ce que tu m'as fait du bien. Tout de suite, on va amener l'énergie ici. J'ai mal au dos. Intuitivement, on va toucher la partie qui est concernée. Ah, j'ai mal au dos, ça me prend le dos. Je ne vais pas dire j'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. C'est pareil, je ne vais pas dire j'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Voilà. Je veux utiliser mon cerveau intuitif. Je peux mettre les mains sur mon ventre. Voilà, ça peut aider. Très intéressant. Pour revenir à l'intuition, quand on essaie d'écouter un peu plus son intuition que d'habitude, on peut faire des erreurs et se dire ah mais attends, mon intuition me dit de faire ça, donc je vais faire ça, et puis après on se rend compte que c'était pas vraiment l'intuition. Et est-ce qu'on peut confondre l'intuition et l'imagination? Ça, c'était la question que j'avais en tête. Ah, ça, c'est une belle question. C'est une question pas qui est délicate, mais effectivement, on peut jamais être sûr. En fait, disons qu'on ne peut pas le prouver. C'est ça le truc. On peut être sûr, mais on ne pourra jamais le prouver parce que l'intuition, c'est ça. C'est faire confiance, c'est se lâcher prise de je ressens que c'est bon. Et peut-être qu'on se plante, c'est possible. Mais pour ceux qui sont très dans le mental, je vais utiliser des termes très mentaux, statistiquement, l'intuition nous montrera qu'on a raison, que ce n'était pas de l'imagination, statistiquement. Donc, même pour les gens les plus endurcis à ce niveau-là, sur le nombre de répétitions, on verra bien que c'est des décisions, si on les a suivies pour éviter des mauvais choix, pour faire des choses qui nous font du bien, on verra que statistiquement, globalement, ça nous a quand même plutôt bien réussi cette histoire. Donc, soit on va arriver à une conclusion parce que ça nous emmerde de nous dire l'intuition, ouais, mais tout le monde parle d'intuition, peu importe. Si les gens ils veulent appeler ça l'imagination, mais derrière, ça leur sert. Appelez ça l'imagination. Bon, en réalité, ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'intuition. Mais l'imagination, depuis que j'en ai compris vraiment ce sens, je suis moins fan. Parce que je vais imaginer, par exemple, un bonheur hypothétique, une situation qui me plaît, mais elle n'existe pas. À partir du moment où je la visualise, je commence déjà à la créer. Je commence déjà à la matérialiser dans une réalité très subtile, qui n'est pas encore dense, donc elle n'est pas réellement là, je ne peux pas la toucher. Mais à partir du moment où j'imagine, je visualise, donc c'est mieux utiliser le terme visualiser, parce que pour moi, imaginer, c'est quelque chose qui ne viendra jamais. J'imagine, mais ça restera là-haut. Visualiser, je veux que ça descende, par contre. Je veux vraiment pas que ça reste là-haut. Donc, je peux imaginer que j'ai une bonne intuition. Traduction, j'aimerais vraiment avoir une super intuition, mais en fait, j'y crois pas. Bon, je vais commencer, du coup, je vais enlever le mot imaginer. Je vais plutôt visualiser que j'ai une super intuition de fou. Et là, je vais me visualiser avec une bonne intuition. Et peut-être qu'au début, effectivement, je vais un peu me jouer des tours. Mais à force de visualiser, parce que c'est là où intervient l'intention,
à force de mettre cette intention pour avoir une super intuition, je vais finir par l'avoir parce que je vais travailler. L'intuition, ça se travaille. Ça se travaille dans la paix, ça se travaille dans le lâcher prise, mais ça se travaille quand même, ça s'entraîne. Donc, l'intention, elle est clé. Voilà. Oui, je peux tout imaginer, mais imaginer, c'est pas forcément des trucs. Voilà, je vais imaginer qu'il va m'arriver un truc de fou qui sera très grave. J'ai pas envie que ça arrive. Je vais a priori visualiser des choses que je veux et imaginer des choses que je veux, des choses que je veux pas. Donc c'est un peu bordélique l'imagination. Donc on va plutôt essayer de visualiser quelque chose. Ouais, c'est conscience et visualisation au final. Juste. Si on définit un peu tout ce que tu viens de nous décrire. Et je C'est suis ça. d'accord avec toi aussi. Je trouve que et on le voit quand on fait des recherches sur comment ça fonctionne énergétiquement, etc. Quand on met de la conscience et qu'on visualise, c'est là où on arrive à aller chercher justement ce qu'on a besoin et ce qu'il nous faut pour nous. Et du coup, tu définis bien ce cas-là, en fait. Et je vois un commentaire de Sébastien Conscience qui nous dit merci à vous deux, merci à vous également. Les cristaux sont souvent mis de côté. Aujourd'hui, nous savons que le cristal de roche a des vertus et un impact sur la glande pinéale. Est-ce que la lithothérapie, on n'en a pas parlé, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui fait partie de tes pratiques, ou c'est quelque chose que tu mets de côté et ça ne fait pas partie de tes séances ou des choses que tu mets en place avec les personnes qui viennent te consulter? Alors c'est quelque chose que je mets en place à travers les séances de massage, de drainage. Pas forcément tout le temps, mais ça peut m'arriver de les utiliser pour réharmoniser, rééquilibrer un peu plus facilement. Je le vois personnellement plus comme un outil supplémentaire, un extra, un bonus pour m'assister, pour m'aider, plus que comme un soin à part entière. Euh, pour deux raisons. La première, la plus simple, c'est que ça demande quand même beaucoup de pratique, ça demande de s'y intéresser beaucoup, d'avoir une sensibilité spécifique. On ne peut pas se multiplier, c'est quand même très compliqué d'être expert sur tout. Donc, ce n'est pas mon champ premier d'expertise. Et ensuite, j'ai reçu, déjà, je ressens qu'effectivement, il y a une efficacité quand même amoindrie. Et j'ai eu cette confirmation avec d'autres amis, confrères, thérapeutes, qu'effectivement, globalement, la puissance énergétique des minéraux, elle est quand même bien moindre qu'il y a une bonne dizaine, centaine d'années. Et donc, c'est moins efficace qu'avant. Donc, à moins d'être dans des terres qui restent sacrées, qui restent assez dénuées de toute activité humaine, dans une très grande forêt ou sur certains continents, certains pays où il y a vraiment encore une forme de pureté, où là on peut encore trouver des cristaux très chargés, des minéraux très chargés. La majorité des minéraux, des cristaux qu'on peut se procurer dans le commerce, aujourd'hui sont un peu vidés. Et même si on les met dans la terre, même si on les met au soleil, moi je ressens que voilà, ça fait un petit bonus, mais personnellement, en tout cas, je ne le ressens pas. Donc du coup, je ne m'appuie pas fortement dessus. Maintenant, s'il y a des gens qui arrivent à les utiliser, qui arrivent à les exploiter, malgré tout le brouillard, le bruit énergétique, tant mieux. Moi, personnellement, je n'ai pas encore cette sensibilité, ou en tout cas, je ressens qu'elle est trop fine pour m'apporter une plus-value significative. Donc, je l'utilise vraiment comme quelque chose, un plus, mais je ne me repose pas dessus à part entière. Moi, tu vois, par exemple, les pierres naturelles, c'est des choses enfin, la lithothérapie, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. J'ai mes limites également parce que je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas être expert de tout. Et je ne suis pas un expert des pierres naturelles. Malgré ça, j'ai connaissance de quelques pierres que je trouve très utiles pour de la protection énergétique notamment. Et je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que c'est un complément, pas quelque chose, c'est pas un outil qui va régler le problème. Je pense que c'est un complément d'autres compléments qui vont vous permettre de ralentir quelque chose. Ça peut être bloquer une énergie, ça peut être équilibrer avec vos énergies à vous. Mais je pense pas que c'est juste la solution au problème. Je pense que c'est un petit complément additionné avec d'autres compléments
qui vont vous apporter ce que vous avez besoin. Et du coup, c'est pour ça que je partage avec toi ce que tu viens de dire. Exactement. Ça ne m'empêche pas d'avoir quelques pierres près du lit, de porter de temps en temps des bracelets, mais je ne le vois pas comme la solution. Je le vois effectivement comme une aide. Par exemple, je sais que si je vais bien manger, ça sera quand même mieux. Si je prends de l'eau minérale versus l'eau du robinet énergétiquement, c'est mieux, etc. Je le vois un peu comme le NEAT en sport, donc tous ces petits efforts en plus qui font qu'on augmente la dépense énergétique, Exactement. la dépense calorique. Je le vois comme une façon d'optimiser. C'est pas juste d'optimisation, mais en tout cas, ça permet effectivement de donner ce plus. Ça marche, mais je pense que c'est plus assez puissant, en tout cas dans cette zone-là, avec les pierres qu'on a, avec tout le chemin qu'elles font, tout le process, pour être utilisé comme la solution à part entière. En tout cas, ici, je parle. Justement, si on prend le cas d'un déséquilibre énergétique, est-ce que justement ce cas-là, ça peut brouiller notre intuition? Je pense pas. Non, je D'accord. vois pas. Non, parce que l'intuition, c'est vraiment une réception de l'information brute. Donc, finalement, là, peu importe qu'il y ait une pierre, peu importe qu'il y ait une centaine de luminaires ultra puissants, non, l'information, elle est toujours présente. Donc, ça change rien. Et est-ce que l'ancrage, il est essentiel par contre pour faire la différence entre mental et intuition? L'ancrage, oui, oui, oui. L'ancrage, il est essentiel. Après, il y a des gens qui sont très perchés, qui ont une super intuition. Des gens qui sont très ancrés, qui ont une super intuition. C'est pas indispensable d'être ancré. Je dirais plus que c'est nécessaire d'être ancré pour être équilibré dans sa vie, mais c'est pas nécessaire d'être ancré pour avoir une bonne intuition. D'accord. Moi, je pars du principe où plus tu vas te développer, plus tu vas améliorer ta façon d'être, ton bien-être, plus tu vas avoir de facilité du coup à écouter ton intuition et à faire la différence entre mental et intuition. Si tu es dans un corps physique et si tu es euh, dans une vie où malheureusement il y a trop de déséquilibre, forcément tu vas avoir du mal à écouter ton intuition et à aller sur le bon chemin qui doit être le tien. Donc, tu vois, on reprend le code du sportif de haut niveau où il va aller chercher chaque détail, comme tu l'as très bien dit, pour optimiser au mieux et avoir les meilleurs résultats possibles que son corps physique va tirer en fait. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que plus tu vas mettre de petites choses qui vont t'aider à améliorer ton bien-être, à améliorer ta conscience, à améliorer du coup ta qualité de vie, ben forcément derrière, tu vas avoir plus de place et peut-être une meilleure écoute de ton intuition et qui va du coup favoriser les bonnes décisions et t'aider du coup dans ton chemin de vie, quoi. Tout à Donc, fait. En fait, ça dépendait de comment tu définissais le mot ancrage. Sur ce point-là, du coup, je te rejoins. Si c'est cette définition que tu apportes au mot ancrage, oui. Et après, voilà, selon comment on définit l'ancrage, il y aura plus ou moins de réponses. Ouais. Pour moi, l'ancrage, c'était plutôt le côté, je suis vraiment sur cette terre, tu vois, genre j'ai un ordi, j'ai des vêtements, je suis spirituel, mais je suis pas complètement perché, versus je suis spirituel et parfois trop perché, et là, du coup, je suis plus du tout ancré dans la réalité matérielle. Limite, j'ai envie de vivre la prochaine vie sur un autre plan. Pour moi, je rattachais plutôt ce sens-là au mot ancré, d'être quand même connecté à cette réalité terrestre. Ok. Mais oui, je suis d'accord avec toi aussi sur ce point-là. Est-ce que j'aimerais plus aller sur ce que je vois que l'heure tourne, et c'est bien, on la voit pas passer, on l'a pas vu passer. J'avais une question sur tes expériences à toi, les consultations que tu as. Euh, Est-ce que tu as remarqué des gens qui sont venus où tu as perçu qu'il y avait un travail énergétique, un travail à faire avec eux, et où tu as pu voir la différence entre la première consultation et puis les semaines, voire les mois qui ont suivi et leur changement. Et est-ce que tu as une expérience, quelque chose que tu pourrais nous partager par rapport justement au fait que peut-être une personne était trop dans le mental et puis a compris à travers ton accompagnement
que son intuition, il fallait la remettre en avant et puis rééquilibrer tout ça. Oui, effectivement, j'ai plusieurs anecdotes. Je vais en prendre une un petit peu, pas au hasard, mais je vais en sélectionner une. Pour faire cette connexion entre le corps, justement, le corps, l'émotionnel et le mental, en magnétisme curatif, j'ai régulièrement des gens qui viennent pour des blessures. Ça peut être une entorse, ça peut être un problème de circulation au niveau du ventre, ça peut être une sciatique, ça peut être plein de choses. D'abord, je vais faire une anamnèse plutôt physique, mécanique, savoir s'il y a eu un choc, s'il y a eu quelque chose, s'il y a des gestes répétés qui font que. Ça me donne déjà une idée. Souvent, ça me donne une bonne idée, mais parfois, c'est incomplet. Donc après, je vais faire une autre anamnèse, plutôt cette fois-ci sur le contexte de vie, le côté psychologique. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Est-ce qu'il y a eu des expériences désagréables ou autres, pour essayer de relier les mots et les blessures, vu que le corps nous parle en permanence. Et en général, quand j'aborde cette partie-là, les gens sont très à l'écoute. Les gens sont très à l'écoute et ça leur parle. Et c'est là où je peux commencer à, du coup, parler un peu d'intuition, parce que je leur ai montré que j'étais à l'écoute mécaniquement, biomécaniquement de leurs problèmes, mais qu'il y avait aussi d'autres façons de les comprendre. Donc ça permet de tisser un lien, une connexion avec la personne. Et une fois que je commence à essayer de leur démontrer les liens potentiels qu'il peut y avoir entre les traumatismes psychologiques, émotionnels et les traumatismes physiques, ils commencent à s'écouter plus, à écouter plus leur corps. Donc ils sont déjà beaucoup plus disponibles à une réceptivité via leur intuition. Via, mais oui, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai mal ici. Ok, peut-être il peut y avoir un lien. Et en leur proposant des exercices par exemple d'écriture pour dire ce qu'ils n'expriment pas, notamment, ou des exercices respiratoires, ou des exercices pour faire du bien à leur corps, pour faire du sport, ça leur permet de se mettre dans effectivement cet accueil, et de commencer à mettre en place ces petits signes qu'ils peuvent percevoir, cette sensation, qui se disent tiens, ça c'est bon pour moi, ça je vais le faire. Et là, l'intuition, elle commence à se mettre en place, et j'ai eu un résultat rapide avec une dame que je ne connaissais pas, mais qui était la maman d'une amie d'un ami, qui était venue pour un problème de dos et qui est d'ailleurs sur Instagram. Et qui, voilà, j'ai trouvé ce lien qu'il pouvait y avoir avec la partie plutôt psychologique, émotionnelle au sein de sa personne. Et une fois qu'on en a parlé, déjà une bonne partie de la douleur était partie. Et ensuite, elle a mis en place les petits exercices. Et elle a eu cette petite intuition de se dire tiens, je sens qu'il faut que je le fasse. Je vais l'écouter. Je sens qu'il faut que je le fasse. Je suis allé le voir, c'est pas pour rien. Et justement, ça, c'était mentalement, elle n'avait jamais eu cette info. Elle a toujours été là. Donc, c'est bien la preuve que le mental ne l'a jamais aidé pour résoudre cette solution. Mais intuitivement, il y a eu ce côté de tiens, ouais, il y a quelque chose qui m'appelle vers faire cet exercice, faire confiance à cette personne pour que le soin y fonctionne, etc. Et en résolvant le problème qu'il y avait au sein de la structure personnelle, la douleur est partie et n'est jamais revenue. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'avais une dernière question à te poser. Quel message aimerais-tu transmettre aux personnes qui sont justement trop dans le mental aujourd'hui et qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais un mot à leur faire passer? Respirer. Dans tous les sens du terme. Respirer. Il n'y a rien de grave, en fait. Il n'y a rien d'important. Sauf quand vraiment on décide que c'est grave. Sauf quand on décide que c'est important. Bien sûr, il y a des cas de force majeure où il y a des choses vraiment graves, mais même quand les choses vraiment graves arrivent, qu'est-ce qui est vraiment grave? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont permanentes. La seule chose qui est un problème permanent, c'est cette agitation mentale. C'est le seul truc qui est vraiment permanent, qui ne s'arrête pas. Mais le jour où on est dans un hôtel de luxe, on est en vacances et tout se passe bien, il n'y a plus de mental, tout va bien. Donc, il faut juste respirer. Respirer, se laisser aller et s'autoriser à ne pas être dans la performance, s'autoriser à ne pas être dans l'excès de productivité,
s'autoriser à... C'est OK de procrastiner, c'est OK de traîner, c'est OK de ne pas savoir. C'est OK de ne pas être OK. On respire. Finalement, tout est relativement petit. Il n'y a pas de problème, il y a juste comment nous, on conçoit les choses. Et je pense qu'on peut terminer sur ce mot. Merci beaucoup, Patrick. Où est-ce qu'on Merci. peut te retrouver pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus de toi? Alors, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif, sur Patrick Elfer, comme c'est marqué, mais tout attaché. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, avec Patrick Elfer aussi, sur la plateforme TikTok également, même si c'est sur Instagram que je suis le plus actif. Et bien sûr, sur mon site internet, www.patrickelfer.com. Le site est actuellement en reconstruction, mais vous pouvez privilégier, si vous le souhaitez, la plateforme Instagram. Et donc, du coup, tu fais des consultations à Nice et des consultations à distance, c'est ça? Exactement. Je fais des consultations entre Nice et Monaco sur la Côte d'Azur et également à distance sur tout ce qui est soins énergétiques, coaching mental, psycho-énergétique ou accompagnement également, plan sportif pour être mieux dans son corps et également pour la performance. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Merci à Merci. tous de nous avoir regardés, écoutés. C'était un très beau live. Merci beaucoup pour cet échange, Patrick. On se tient au courant. Très belle année, très belle fin d'année, en tout cas à tous et à toutes. On se retrouve en 2026 pour d'autres lives qui sont déjà prévus avec, pareil, de très bons praticiens dans leur domaine. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Belle fête de fin d'année.